Bonjour Marie-Lise Léon. Bonjour. Vous étiez reçue hier à Matignon avec tous les autres syndicats et organisations patronales. Vous avez salué une réunion utile. On a l'impression d'un changement de ton total avec ce qui s'est passé avec votre prédécesseur, notamment Laurent Berger. Ça y est, ça veut dire que le dialogue est renoué après la crise de la réforme des retraites ? Ça veut dire qu'il y a une bonne première étape de franchie. On n'avait pas rencontré la Première ministre depuis le mois de mai. On avait, nous, fait un certain nombre de propositions, notamment sur la méthode, sur les thématiques qu'il fallait pouvoir aborder. Et donc, on a eu des garanties de pouvoir nouer un dialogue à partir du mois de septembre. Donc, voilà, ça a été utile. On a pu se dire les choses et je pense que c'est important. Mais justement, vous appelez un changement de méthode du président. Est-ce que vous pensez que c'est possible après cette réforme des retraites qui a laissé des traces aussi ? Je pense que le dialogue est toujours possible. Après, la question est de savoir dans quelles conditions on est prêt à discuter. Et puis de savoir surtout si les deux parties ont envie de discuter. La Première ministre nous a dit qu'elle voulait qu'on prenne un certain nombre de sujets à travers la négociation, sur la question de l'emploi des seniors, sur la question des conditions de travail, la question des parcours professionnels, des sujets qui sont au cœur des préoccupations des travailleurs. Donc ça, c'est des choses qu'on l'on dit depuis le mois déjà depuis plusieurs mois. Quand on parle retraite, on parle travail. Et quand on parle travail, forcément, il y a aussi une question de retraite. Et donc, on était, on a eu un certain nombre d'éléments, et notamment le fait qu'on puisse négocier en ayant des vraies marges de manœuvre. Donc maintenant, la balle est dans le camp des organisations syndicales et patronales. Et la CFDT est prête à obtenir des avancées pour les travailleurs. On va revenir tout de suite sur le fond des propositions que vous détaillez. Mais vous aviez déploré avoir eu zéro contact avec le président depuis votre notre nomination à tête de la CFDT. Est-ce que ça a changé ? Est-ce qu'il vous a contacté depuis ? Je ne l'ai pas déploré. J'ai répondu à la question de savoir si j'avais eu un contact que je n'ai toujours pas. Donc c'est factuel. Mais vous ne le déplorez pas ? Non, c'est normal. J'ai pris la tête d'une organisation qui est en bonne santé, qui est très cohérente. J'ai beaucoup d'appels de militants et de militantes qui sont contents, qui sont motivés. Mais vous n'êtes pas vexé de ne pas avoir rencontré le chef de l'État encore ? Pas du tout. La réunion s'est passée dans un contexte particulier, en pleine rumeur de remaniement. Est-ce qu'il y a une méthode, Elisabeth Borne ? Il y a une méthode d'écoute, oui. Il y a une méthode, en tout cas, ça a été l'objet aussi, et la façon dont les échanges se sont déroulés hier. Ça fait partie des choses qui, je pense, caractérisent la Première ministre, c'est qu'on peut se dire les choses. Et donc, ça ne veut pas dire qu'elle nous écoute et qu'elle fait ce qu'on lui demande, mais... Elle vous écoute, mais elle ne vous entend pas forcément, c'est ce que vous dites. Voilà, après, voilà. Donc vous souhaitez qu'elle reste à Matignon ou pas, d'ailleurs ? Je souhaite ni qu'elle reste, ni qu'elle parte. Enfin, c'est absolument pas mon sujet en tant que responsable syndical. Vous savez, les syndicalistes, ils ne choisissent pas leurs interlocuteurs, c'est le principe. Quand on est dans une boîte ou une administration, on fait avec ceux qui sont en face. En tout cas, vous le disiez tout à l'heure, c'est un cycle de négociations qui commence. Le calendrier, c'est une loi potentielle l'an prochain, donc on est vraiment en train de poser les bases. Vous allez parler de quoi ? C'est quoi une de vos priorités ? Par exemple, l'emploi des seniors qui a été retiré de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel. C'est un vrai sujet, puisque c'est un vrai sujet. On est sur un taux d'emploi des seniors qui est largement inférieur à ce qu'il devrait être. Je crois qu'il y a près de 40% des seniors qui arrivent à la retraite qui ne sont plus en emploi. Oui, c'est-à-dire que 60% à l'inverse, on est sur 10 points de moins que la moyenne de l'Union européenne. On est en deçà, et je pense qu'on a un sujet culturel et un sujet aussi de gestion des ressources humaines et des parcours professionnels dans les entreprises. Donc là, c'est clairement un sujet qui concerne les employeurs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y avait l'index senior qui était dans la réforme des retraites. Il faut que ça revienne avec l'index senior, c'était une idée du gouvernement. Moi, je suis pas du tout convaincue que ça puisse être l'alpha et l'oméga, en tout cas, des éléments pour pouvoir... nous, on est sur le fait de faciliter la retraite progressive, par exemple, les temps partiels en fin de carrière. On sait que, à un moment où on sait que la fin de la carrière approche, on a d'autres aspirations, on a envie aussi de travailler différemment. Il faut pouvoir le faire et il faut surtout simplifier.
aujourd'hui, avoir accès à la retraite progressive quand on est un travailleur, c'est un parcours du combattant. Il faut faire de multiples démarches, il faut que l'employeur soit d'accord. Là, je pense qu'il faut qu'on puisse inverser les choses, largement faciliter. Et puis nous, on est partisans de la négociation locale. Il faut qu'il y ait des négociations locales sur des plans seniors dans les entreprises et que par entreprise, les employeurs s'engagent à garder les seniors, à faire en sorte qu'à partir de votre deuxième partie de carrière, qui commence à 45 ans, il puisse y avoir des perspectives de l'accès à la formation. On sait que les salariés à partir de 50 ans n'ont plus accès à la formation professionnelle. Donc voilà, il y a un ensemble de mesures qui, je pense, ils seront sur la table. En tout cas, la CFDT les apportera. Et sur ce sujet, justement, l'un des arguments du gouvernement pour vanter sa réforme des retraites, c'est notamment que ça va aider les seniors. Le gouvernement qui a calculé que le nombre des 55 à 64 ans en emploi augmenterait de plus de 100 000 en 2025 et 3 fois plus en 2030. Est-ce que cet argument, vous l'entendez ? C'est un argument que j'entends, mais je me méfie toujours des arguments statistiques. C'est-à-dire que ce qui se passe dans les entreprises, c'est pas que des chiffres dans les tableaux Excel et des effets mécaniques du fait de dire on passe de 62 à 64, donc mécaniquement les employeurs vont garder 2 ans de plus les personnes au travail. C'est un peu plus compliqué que ça. Oui, mais c'est ce qu'on constate dans d'autres pays européens. Par exemple, en Allemagne, le taux d'emploi des seniors est bien plus élevé qu'en France. Oui, mais l'accès à la formation professionnelle n'est pas du tout le même. La question de la mobilité, le fait de permettre à des personnes de passer d'un métier à l'autre, voire même de faire des reconversions totales, ne sont pas du tout les mêmes. Donc, comparons ce qui est comparable. Et le seul effet mécanique qui a pu être observé à travers des données économiques est insuffisant. Il faut regarder un peu ce qui est fait réellement dans les entreprises et ça pose la question du travail et de ce qui est effectué dans les entreprises. Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, le premier syndicat de France, invité de 8h30. Vous restez avec nous. On va parler salaire, notamment dans un tout petit instant. 8h40, d'abord, c'est l'heure du Fil Info. C'est avec Élie Abergel. Les avions de chasse F-16 en Ukraine seront une menace nucléaire pour Moscou. Déclaration ce matin de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Une coalition de 11 pays va former les pilotes ukrainiens sur des F-16 à partir du mois prochain. Cette nuit, des bombardements sur Kiev ont fait au moins un mort. L'IGPN saisit d'une enquête pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique après l'interpellation ce week-end de Youssouf Traoré pendant une manifestation interdite en mémoire de son frère Adama. Il a porté plainte, blessé lors de son arrestation. Les policiers l'accusent d'avoir frappé une commissaire. Quel sera le futur taux de votre livret A ? La Banque de France doit mettre fin au suspense aujourd'hui. Le taux actuel est à 3%. 2 places en finale à saisir chez les dames aujourd'hui au tournoi de tennis de Wimbledon à Londres. L'Ukrainienne Svitolina joue contre la Tchèque Vondrousova. L'autre demi-finale oppose à la Biélorusse Arina Sabalenka à la Tunisienne Ons Jabeur. France Info. Le 8h30 France Info. Agathe Lambré, Laurin Sénéchal. Toujours avec Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT. L'un des sujets dont vous vouliez parler hier, c'est les salaires. Mettre la pression sur le patronat pour qu'il augmente les salaires. Est-ce que vous avez obtenu des choses et qu'est-ce que vous proposez concrètement ? L'objet de la réunion d'hier, c'était de rappeler que sur les salaires, les principaux concernés et les principaux responsables, c'est effectivement le patronat. Nous, on est partisans de l'idée qu'il faut que ce soit les branches professionnelles, c'est-à-dire organisations syndicales et patronales, qui négocient, soit dans les branches professionnelles, mais aussi dans les entreprises. On sait que la situation économique des entreprises est différente en fonction des secteurs, en fonction des lieux géographiques, et que on puisse vraiment avoir des négociations au plus près des réalités et qu'il y ait un réel partage des richesses qui sont produites. Donc l'idée que l'on a portée hier, c'est que c'était de rappeler que c'est la responsabilité des employeurs et que l'État a aussi une responsabilité pour appuyer les négociations là où elles ne se déroulent pas. Et je prends par exemple dans certaines branches professionnelles qui permettent d'avoir des minima de salaire. Il y a des branches professionnelles, elles sont 130 à encore avoir des coefficients sous le SMIC. C'est-à-dire que là, la dynamique de négo, elle n'est pas là. Le gouvernement, donc là, il y a 130 branches sur 171 à peu près, 171 de plus de 5000 salariés. Où les grilles de salaire commencent sous le SMIC, ce qui est illégal. Évidemment, les gens sont payés au SMIC dans ces cas-là. Mais tout le monde est payé au SMIC. Ça veut dire que si vous avez 3 coefficients, 5 coefficients, 8 coefficients sous le SMIC, tout le monde est payé pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune reconnaissance du travail ni des compétences.
C'est inacceptable. Et donc, pour pousser à cette dynamique, nous, on a une proposition très, très concrète. Le gouvernement peut tout à fait décider de conditionner certaines exonérations de cotisations. Il y a beaucoup d'exonérations de cotisations patronales pour des coefficients proches du SMIC. Et bien, que les entreprises qui sont dans des branches qui ne négocient pas, qui ont encore des coefficients sous le SMIC, elles ne doivent plus pouvoir bénéficier qu'elles n'aient plus les exos de cotise. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que des entreprises qui sont dans des branches qui ne jouent pas le jeu de la négo puissent bénéficier d'aides publiques. Actuellement, ça me paraît tout à fait... Oui. C'est un enjeu économique, c'est surtout un enjeu démocratique. Sauf que les patrons vous répondent, Patrick Martin notamment, le nouveau président du MEDEF, vous dit que ces aides, elles sont intrinsèquement conditionnées, que quand les entreprises reçoivent des aides à l'apprentissage, c'est pour embaucher des apprentis. Mais là, je parle des exos de cotisation sur les bas salaires. Ça, il n'y a pas de condition. Donc, il faut regarder. Je pense qu'on a de toute façon un travail à faire de remise à plat de l'ensemble de ces aides aux entreprises. On est sur à peu près 200 milliards d'euros. Moi, pour la CFDT, la question n'est pas de dire on supprime les aides aux entreprises. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'elles en font. Et je pense que ça intéresse tout le monde, tous les citoyens, et les mieux placés dans le contrôle de ces aides, ce sont les représentants du personnel. Puisqu'on parle de Patrick Martin, qui vient donc de prendre la tête du MEDEF, quel regard vous portez sur lui? Vous-même, vous venez d'arriver à la tête de la CFDT. Il y a un renouvellement général chez les partenaires sociaux. Sophie Binet aussi à la CGT. Vous connaissez déjà tous? Ou est-ce que là, il faut vraiment mettre en place une nouvelle dynamique? Non, il faut mettre en place une nouvelle dynamique. On se connaît un petit peu. On sait que dans le cadre des relations sociales, du dialogue social, la question de connaître ses interlocuteurs, c'est important, donc on prendra le temps. Oui, on a vu une forme de complicité, par exemple, pendant la réforme des retraites entre Laurent Berger et Philippe Martinez, vos prédécesseurs à la CFDT et à la CGT. D'ailleurs, cette intersyndicale qui est née de la réforme des retraites, elle existe encore? C'est quoi son avenir? Son avenir, c'est de passer de la contestation à des propositions. Donc, on a commencé à lister un certain nombre de sujets sur lesquels on pourrait travailler ensemble. Et donc là, nous sommes au travail pour voir qu'est-ce qui peut être porté ensemble. J'évoquais la question de la conditionnalité des aides. C'est porté par beaucoup d'organisations syndicales. Et donc, voilà, on confronte nos propositions et on regarde ce qu'on peut porter en commun. Et on verra d'ici la fin de l'année quelles sont les quelques propositions qui pourraient être portées en commun. La CGT fait un peu bande à part, n'a pas signé l'agenda social que tout le monde a signé par ailleurs. Vous le regrettez ? Signer, c'est quand on dit on ne signe pas un agenda, on s'engage. C'est simplement le calendrier, on s'engage. Les thèmes dont on parle, etc. Ça, c'est une décision qui lui appartient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la CFDT, on a été force de proposition pour construire cet agenda. On a obtenu qu'il y ait un certain nombre de thématiques qui puissent y être inscrites, notamment la question de la prévoyance. La prévoyance pour tous. Aujourd'hui, seuls les cadres bénéficient d'une prévoyance lourde. La prévoyance, c'est l'assurance qui vous permet, en cas de gros pépins de la vie, en cas d'accident lourd, en cas de décès, que vos proches puissent être soutenus, bénéficier d'un filet de sécurité. C'est extrêmement important. Vous voulez que ça soit obligatoire partout ? Nous, aujourd'hui, c'est obligatoire pour les cadres, ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est de pouvoir généraliser cette prévoyance. Ça me semble essentiel. On va parler des émeutes et de la sortie de crise. Est-ce que vous avez posé un diagnostic sur ce qui s'est passé en France ces derniers jours ? Alors, on a pas la prétention de devoir compris tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut prendre le temps de l'analyse, il faut prendre le temps de comprendre ce que les différents actes de violence qui ont pu être constatés disent, que ce soit vis-à-vis de commerce, vis-à-vis d'élus de la République. Moi, en tant que syndicaliste, je suis intéressée par les questions sociétales et c'est un travail qu'on a lancé avec différentes associations. On est partie prenante dans une alliance qui s'appelle le Pacte du pouvoir de vivre, qui regroupe 65 organisations et on a entamé ce travail de compréhension et d'analyse, ce qui est, je pense, important avant de sortir des idées qui seraient miracles pour résoudre Il y avait quelque chose problème. D'une révolte sociale, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé à gauche. Vous avez vu quelque chose d'une révolte sociale dans ce mouvement, entre autres ?
Moi, j'ai vu surtout une grande colère dans l'épisode des retraites. Et je pense qu'on est dans un enchaînement de violences. Vous faites le lien. Et de colère. Non, je ne dis pas que c'est un lien. Je dis que moi, ce que j'ai observé, et là où j'ai pu observer en tant que responsable syndical, c'est les 6 mois des retraites. Une expression de colère vis-à-vis du fait que les travailleurs étaient opposés à ce report de l'âge légal et voulaient qu'on parle de leur travail et qu'ils soient reconnus, que les travailleurs, je pense notamment aux travailleuses de la deuxième ligne qui attendent depuis des mois et des mois depuis le Covid une reconnaissance juste de leur travail. Mais vous avez eu un peu de cette colère aussi dans les violences urbaines de ces dernières semaines? Moi, je ne ferai pas de lien et je ne dirais pas que les choses sont comparables et qu'elles trouvent une continuité. Je dis que sur la question des heurts extrêmement violents qu'il y a eu ces derniers jours, le temps est à l'analyse et à regarder ce qui se passe précisément. On n'apportera pas de solution pertinente si on n'a pas bien compris ce qui s'était passé. Et comment jugez-vous justement la sortie de crise du chef de l'État, la stratégie? Emmanuel Macron, par exemple, hier, depuis Vilnius, expliquait que la question, c'était pas celle des moyens mis dans les quartiers, ni des moyens, ni du manque de magistrats ou de policiers. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, je ne sais pas. Pour le moment, moi, je ne suis pas convaincue que on ait déjà toutes les réponses à ce qui s'est passé, en tout cas tous les éléments de compréhension. Donc voilà, ça fait partie des sujets. Nous, on va travailler avec le pacte sur les enjeux de l'accès aux services publics, sur la question de la solidité du système éducatif, sur la question du maillage de tous ces tisseurs de liens sociaux que sont les associations. Voilà, il faut qu'on prenne le temps de ces échanges. Et est-ce que les parents ont une responsabilité? L'exécutif va notamment sanctionner les parents des enfants délinquants. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Moi, je ne suis pas convaincue que ce soit la solution. On est déjà dans l'idée d'avoir une solution totem qui résoudrait tous les problèmes. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle et qu'il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé et puis faire en sorte que les acteurs locaux qui ont vécu ces événements au cœur du réacteur et qui peuvent être aussi des acteurs des solutions, ils soient écoutés. Est-ce que vous redoutez dans le contexte un virage droitier? On voit qu'il y a une surenchère à droite, à l'extrême droite. Vous redoutez ce virage? Moi, en tant que syndicaliste, je ne vais pas me placer comme commentatrice de la vie politique. Voilà. Après, il y a un fait, c'est que aujourd'hui, la majorité présidentielle est une majorité relative, qu'il y a des alliances à faire et que la majorité présidentielle a été claire sur le fait qu'elle irait chercher les majorités là où elles sont. Voilà. Vous avez quand même probablement des sujets. Vous avez quand même décrit un contexte de colère et de frustration. Si je vous suis, il vaut mieux apaiser justement en ce moment plutôt certainement. que. Il y a un mot qui n'a pas été dit, c'est effectivement l'apaisement. On est censé avoir vécu 100 jours d'apaisement. C'était l'objectif du chef de l'État. Oui, les 100 jours d'apaisement. Je pense que c'était plutôt une opération de communication, de dire on fait rendez-vous dans 100 jours. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt concrètement comprendre ce qui s'est passé tout dernièrement. Et puis, en ce qui concerne le mouvement des retraites, qui est quand même un mouvement historique, je pense qu'il faut aussi se le redire, de mobilisation en nombre dans beaucoup de villes. On était en moyenne à 250 points de manifestation. Cette colère-là des travailleurs, elle ne s'est pas dissipée. Cette colère, elle est toujours là et charge à nous de la transformer en positif et de se dire comment on en fait un outil du rapport de force et être plus fort dans les négociations à venir. Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, vous restez avec nous. 8h51, c'est le fil info. Elia Bergel. Le gouvernement déploie les grands moyens pour prévenir tout risque de violence en marge du 14 juillet. 130 000 policiers, gendarmes et pompiers mobilisés à partir de ce soir et demain, après les récentes émeutes urbaines liées à la mort de Naël. Sur France Info, le directeur général de la police nationale estime que c'est toujours un week-end délicat pour les forces de l'ordre. Pas d'interview d'Emmanuel Macron à l'occasion de cette fête nationale. Justement, le chef d'État assure cependant qu'il fera un point autour du 14 juillet, 100 jours après son appel à l'apaisement dans la foulée de la crise sociale autour de la réforme des retraites. La municipalité d'Abbeville dans la Somme va tester un congé menstruel pour ses employés, les femmes qui souffrent de règles douloureuses, notamment à cause de l'endométriose, pourront obtenir un congé rémunéré. Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, a aussi mis en place une expérimentation similaire.
Le Belge Jasper Philipsen gagne la 11e étape du Tour de France au sprint. Aujourd'hui, les coureurs roulent de Roanne à Belleville en Beaujolais. Le départ, c'est à 13h20 et c'est à vivre sur France Info. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambré, Laurent Sénéchal. Toujours avec Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, on parlait de la réponse à la crise. Récemment, en déplacement à Marseille, Emmanuel Macron a évoqué l'idée d'engager une réflexion sur le temps scolaire, parce que les vacances sont très longues et qu'il y a des enfants qui n'ont pas forcément les moyens de partir, qui sont en errance. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée d'engager cette réflexion ? Oui, je pense que c'est une très bonne chose de se pencher sur cette question. À condition de le faire avec les enseignants, le monde éducatif. Enfin, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire sur la façon dont ils exercent leur métier et la façon dont ce qui peut être amélioré côté éducation pour les enfants et qui est largement lié aux conditions de travail du monde enseignant et du monde éducatif. Donc, je pense que c'est une très bonne idée à voir selon quelle modalité, et il faut absolument que les enseignants et tous puissent contribuer à apporter leur vision. Et je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui viendront de ces personnels. Hier, vous avez choisi de porter à Matignon un message au gouvernement, à l'exécutif. Vous avez voulu parler de la situation au JDD, au Journal du Dimanche, qui est en grève depuis plusieurs semaines. La rédaction ne veut pas du nouveau dirigeant imposé par l'actionnaire, qui s'appelle Geoffroy Lejeune et qui arrive du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles. Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron et du gouvernement Ce que l'on a rappelé à la Première ministre, c'est qu'aujourd'hui, le cadre législatif est insuffisant en ce qui concerne l'indépendance des rédactions vis-à-vis des actionnaires, vis-à-vis de l'enjeu de la maîtrise et de la concentration des médias. Et donc, c'était une interpellation. On a fait un courrier avec la CGT à ce sujet. Vous regrettez le silence du chef de l'État ? Non, c'est pas. Là, en l'occurrence, on s'est adressé à la Première ministre. Donc, la question, elle est. La rédaction du JDD en appelle au président. La rédaction du JDD, mais je pense que c'est bien aussi de pouvoir interpeller les différents responsables en exercice et en responsabilité. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est extrêmement important pour notre démocratie. On est dans une démarche d'une personne qui a un objectif qui est de promouvoir une idéologie, et que moi, en tant que responsable syndical, je suis à l'écoute des journalistes CFDT qui me disent il y a un danger sur l'exercice de notre profession. Mais qu'est-ce qui vous gêne ? C'est que ce dirigeant soit un milliardaire qui veuille imposer une idéologie quelle qu'elle soit, c'est-à-dire en l'occurrence, vous dites de l'extrême droite cette fois-ci, mais ça pourrait être de l'extrême gauche quelque part. Oui. Ou est-ce que c'est le fait que cette idéologie soit d'extrême droite ? Non, c'est de transformer un outil et en tout cas un journal d'information en un journal d'idéologie. C'est ça le problème. Et donc, on est face à une rédaction et un mouvement de journalistes qui sont de façon extrêmement majoritaire contre l'arrivée de cette personne à la tête de la rédaction. Et je pense qu'il faut les écouter parce qu'ils nous disent notre métier et l'exercice de notre métier est menacé, et donc nous ne serons plus dans les conditions de pouvoir faire notre travail. Et notre travail, c'est de faire de l'information avec des règles déontologiques qui seront menacées avec cette nouvelle composition. Pape Diaye, le ministre de l'Éducation, soutient la rédaction du Journal du Dimanche. Il est critiqué pour avoir dit que CNews, autre média du groupe Bolloré, est un média d'extrême droite. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je suis favorable au fait que des ministres puissent exprimer leurs opinions. Voilà, ça fait partie. Donc vous le soutenez parce qu'il est très critiqué en ce moment. Oui, alors moi, je ne vous aura pas échappé que je ne suis pas gouvernement, donc je ne suis pas là pour soutenir un ministre plutôt qu'un autre. Voilà, ça regarde le gouvernement et ce collectif. Moi, je pense que quand un ministre a des convictions et des valeurs, qu'il puisse les exprimer, je pense que ça fait du bien à la démocratie. Il nous reste assez peu de temps, mais je voudrais quand même qu'on parle du projet de loi travail qui est en ce moment en discussion, qui prévoit 15 heures d'activité hebdomadaire obligatoires pour les bénéficiaires du RSA, qui devront donc s'inscrire dans le nouveau France Travail qui remplacera Pôle emploi. Quel regard vous portez sur ce texte ? Il aura quelles conséquences selon vous ?
Alors, ce texte, il a un objectif dont on parle très peu, c'est obtenir le plein emploi. Oui. Ça, c'est un objectif avec lequel la CFDT, elle est 100% d'accord. On est aussi d'accord sur le fait que quand on est allocataire du RSA, on a des droits et des devoirs. Ce que je regrette, c'est que depuis le début du débat sur ce texte, on parle beaucoup des devoirs. Des allocataires du RSA. Il y a beaucoup de présupposés, il y a beaucoup d'hypothèses sur le fait que, en tout cas de stéréotypes comme quoi ils seraient tous chez eux tranquilles à ne rien faire ou à ne surtout pas essayer de trouver un boulot. Ça n'est pas la réalité des allocataires. Et ça, c'est pas la réalité. Oui. Enfin là, il faut sortir de ces clichés. Il faut sortir de cette stigmatisation. Donc nous, on est favorable au fait qu'il puisse y avoir un meilleur accompagnement, plus de moyens sur la question de l'accompagnement vers l'emploi, mais c'est aussi, quand on est allocataire du RSA, on peut avoir besoin ce qu'on appelle un accompagnement social. On peut avoir des difficultés en termes de santé, on peut avoir des difficultés de logement, on peut avoir des problèmes de mobilité géographique, pas de moyens de transport. Mais vous dites tout ça sont des droits en fait auxquels a déjà droit un allocataire du RSA. Ça, ce sont des droits qui sont insuffisamment activés parce que l'accompagnement n'est pas suffisant. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, pour le logement ? Il est insuffisant. Pour le logement, c'est multiplier ce qu'on appelle les accompagnateurs sociaux, les travailleurs sociaux qui peuvent aider ces personnes qui sont en difficulté. Et aujourd'hui, il y a un formidable travail qui est déjà fait par tous ces travailleurs sociaux. Ils sont pas en nombre suffisant. Ils peuvent travailler auprès des jeunes dans les missions locales. Ils peuvent travailler auprès des personnes en situation de handicap dans d'autres structures. Je pense qu'on a le droit à l'accompagnement. Il peut, grâce à ce projet, être mieux mis en œuvre. Le problème, c'est qu'on parle que des devoirs, des sanctions, et pas assez des droits et de la mise en œuvre. Stigmatisation. Et je pense que dans le cadre de la mise en œuvre de France Travail, c'est un enjeu majeur. Merci Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, invitée du 8h30. Bonne journée.